Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien au niveau des participants? Vous avez un chat à disposition si jamais vous avez des problèmes de son et tout ça. Voilà, on va bientôt démarrer le webinaire du coup, d'ici une ou 2 minutes. Je pense qu'on va pouvoir démarrer du coup. Donc, bienvenue au webinaire organisé par le comité Net Entreprise Bretagne dans le cadre des rencontres extra proposées par le JPMDS. Ce webinaire va porter sur tout ce qui a trait à la DSN avec une analogie au sport au regard de l'actualité sportive actuelle et à venir. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà, beaucoup, donc c'est des rappels pour un certain nombre de choses. Vous aurez peut-être besoin de précision, donc il y aura un chat à votre disposition pour poser toutes vos questions. Je me présente, donc Arnaud Bourdon, responsable du comité Net Entreprise Bretagne et responsable de la relation entreprise avec Esprimaire du Finistère. La présentation d'aujourd'hui durera environ 1 heure et demie, découpée en 4 parties, avec un temps de questions que nous reprendrons entre chaque partie. Donc ce webinaire il sera animé par Circe Crouch, qui est chef de projet DSN à la Mutualité française, Florence Mesny et Christelle Cogat de l'URSSAF Bretagne, et moi-même, et Quentin Ly, qui est chargé de projet au pôle santé MDS du CETIP, sera notre modérateur. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Les réponses, on essaiera de les apporter au fil de l'eau ou lorsqu'on prendra le temps entre chaque partie d'échanger. Ou alors il y aura une fac qui sera réalisée à l'issue des rencontres extra et qui sera mise à disposition de l'ensemble des entreprises. À l'issue, il y aura un replay qui sera mis à disposition aussi. Au niveau du sommaire, voilà ce qu'on vous propose. Donc, vous voyez, l'analogie avec le sport, on la retrouve là. Du coup, donc autour de 8 parties. Voilà, du cap sur la simplification jusqu'on refait le match. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Crouch pour vous présenter la première partie, le cap sur la simplification. Bonne participation. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, je vous propose de commencer en douceur en reprenant les bases du projet DSN et sa genèse, en mettant, comme vous l'indique l'image, le cap sur la simplification. Donc, alors j'ai peut-être des soucis pour faire passer les slides, évidemment. Donc, en 2011, il y a l'écrasante majorité des déclarants, 95%, qui, aux assises de la simplification, déploraient, en termes de déclaration sociale, des formalités, des interlocuteurs et des échéances qui étaient trop nombreuses. Donc 2 ans après, en 2013, naissait la DSN, sans devenir obligatoire pour tous, hein, mais elle devenait un projet pour lesquels un certain nombre de déclarants pouvaient se porter volontaires. Donc 10 ans après, en cette année de Coupe du Monde de rugby, même si on va taire la défaite d'hier, et de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, un extrait des assises résonne encore aujourd'hui à nos oreilles. Les obligations sociales, c'est du sport. Et si la DSN était un sport? Donc, comme vous l'avez compris, on va utiliser l'analogie sportive lors de cette rencontre pour vous présenter la DSN et ses évolutions sous un nouvel angle. Certaines images fonctionneront, nous l'espérons, comme de bons moyens mémotechniques pour se souvenir des intérêts, des avantages et de l'organisation du dispositif DSN. Donc, le cap sur la simplification, créé en 2013, on va considérer la DSN ici comme un sport collectif. Donc, elle se pratique le 5 ou 15 de chaque mois, vous l'aurez compris. Les échéances pour déposer la DSN, en fonction des entreprises, se situent autour du 5 ou autour du 15 de chaque mois. Ce sont les échéances URSSAF qui prévalent.
Amateurs ou professionnels, tous les gestionnaires de paye peuvent participer. Donc, bien évidemment, tous les gestionnaires de paye de France participent au dispositif DSN en déclarant les DSN de leurs entreprises, de leurs propres entreprises ou de leurs entreprises clientes lorsqu'il s'agit de tiers déclarants et d'experts comptables. Pour pimenter un peu le jeu, on va considérer lors de cette rencontre que un jeu de données mensuelles déposées va vous rapporter 1 point et que chaque jeu de données mensuelles correctement enregistré va vous en procurer 10. Tous les faits de jeu du mois vont compter. Donc s'il y a eu des fins de contrat de travail, des entrées dans le contrat de travail, etc. Évidemment, toutes ces informations doivent être recensées dans la DSN qui va être émise. Tous les joueurs de chaque équipe doivent être présents dans le jeu de données. Voilà, donc ceux qui sont arrivés, ceux qui sont sortis en cours de mois. Et vous pouvez évidemment remporter ce qu'on pourrait appeler des cartons jaunes, on va dire, en faisant des fautes qui entraîneraient en fait des avertissements. Donc c'est ce qu'on appelle dans le langage DSN des SIG ou des CCH. Donc des contrôles non bloquants, avertissements, ou des contrôles non bloquants, mais en reprenant évidemment les causes de ces erreurs, vous pouvez les annuler ou la remplacer en faisant une DSN annuler-remplace du moment que vous la faites avant l'échéance. Donc, les bases que je vais vous rappeler ici, c'est la DSN est bien un flux dématérialisé mensuel. C'est un flux qui est devenu par étape ou par phase, puisqu'on a parlé de phase au démarrage du dispositif. Donc ça s'est fait de manière progressive, c'est devenu obligatoire par étape. Donc en 2017, c'est devenu obligatoire pour le régime général et le régime agricole, et en 2022 pour les différentes fonctions publiques. La DSN, elle se fait à la maille SIRET, elle est issue de la paye, elle représente une photo instantanée de la situation d'un employeur qui est utilisable alors par 800 destinataires. Elle s'accompagne, si besoin est, de signalements d'événements avec les fins de contrat de travail, les arrêts de travail, les reprises suite à l'arrêt de travail et les signalements d'amorçage des données variables. Et elle s'appuie sur le concept qui nous permet justement d'assurer cette simplification. Dites-le nous une fois. L'objectif, c'est de faire une déclaration pour tous les OPS, contrairement à avant, où il y avait X déclarations pour X OPS. Comme le World Rugby, la DSN s'adapte chaque année aux nouveautés réglementaires. C'est la raison pour laquelle il y a un cahier technique qui sort tous les ans. Comme le CIO, la gouvernance de la DSN, elle est plurielle entre tous ces acteurs. Donc, le GIP-MDS gère ce jeu global, ce jeu collectif, et on y participe tous, qu'on soit organisme, qu'on soit éditeur, qu'on soit déclarant, qu'on soit tiers déclarant. Comme pour la danse, l'excellence en DSN, elle nécessite un entraînement au quotidien. Et c'est pour ça que, de toute façon, il n'est pas un jour qui passe sans penser à la DSN en fin de mois qui va devoir être émise avec l'ensemble des événements qui ont eu lieu dans le mois. Et puis, comme on voulait, on peut dire que la DSN peut se jouer en un service gagnant, puisque vous êtes bien évidemment tous ravis quand votre DSN passe sans qu'il y ait de contrôle bloquant qui s'annonce. Donc, pour continuer sur l'analogie évidemment au sport, on va décliner dans le support de ce matin les rôles de chaque participant à ce grand sport collectif qu'est la DSN. Bon, ici, c'est plutôt un terrain de football qui vous est présenté, mais ça pourrait être du rugby, du hand, etc. Donc vous avez les équipementiers, les éditeurs de logiciels, les coachs, qui seraient le collectif du GIP, le ballon, représenté, donc c'est la DSN, représentée par le ballon, le système DSN qui est représenté par les buts, l'arbitre, ce sont les organismes de la protection sociale, ceux qui reçoivent vos données,
Et évidemment, vous êtes les joueurs, donc les déclarants, que vous soyez employeur directement ou tiers déclarant. Voilà, ça vous donne une image évidemment du jeu qui se joue lorsque vous faites la DSN, ce qui, ma foi, est peut-être envisagé comme quelque chose d'un petit peu plus ludique que ce que vous avez l'habitude de voir avec la DSN. Donc le principal en DSN et dans un sport qui plus est collectif, c'est d'avoir une bonne compréhension des règles. Ces règles, elles vous sont apportées évidemment par les techniques. Donc là, on vous a mis une impression d'écran d'une description, d'une rubrique du cahier technique. Donc on vous indique quelles sont les composantes de ces règles. Vous avez l'identifiant en haut à droite, S21.G00.50007. Donc ça, c'est l'identifiant de la rubrique en tant que telle, qui va transiter via la DSN et qui, en langage clair, indique qu'il s'agit, donc c'est le libellé, du type du taux de prélèvement à la source. On va avoir un identifiant sémantique qui va être utilisé par vos éditeurs principalement. La description qui vous permet de savoir qu'il s'agit de la nature du taux appliqué, en l'occurrence ici. Le contrôle qui est apposé à cette rubrique. Donc on retrouve ce que j'ai nommé tout à l'heure CCH. Donc CCH, c'est un contrôle de cohérence. Et donc ils sont numérotés et il va y avoir des contrôles de cohérence dans un certain nombre de rubriques du cahier technique pour vérifier que certaines données sont bien présentes, puisque en fonction des rubriques, on attend certaines données en fonction de la présence d'autres données éventuellement ailleurs dans votre DSN. Et donc on évalue la cohérence des données au sein de votre DSN avec d'autres qui y sont indiquées. Ensuite, vous avez la nature de la donnée. Donc, ça peut être une énumération, une date, un champ alphanumérique qui va devoir se limiter à tant de caractères, par exemple. Donc, vous avez la longueur et le format de la donnée qui vous est indiqué pour chaque donnée DSN que vous allez transmettre. Et puis, si vous avez donc des rubriques qui donnent lieu à des énumérations, ce qui est le cas ici sur l'exemple qui est indiqué, vous avez les énumérés qui vous sont indiqués, donc la liste de valeurs utilisables pour la rubrique. En cas de doute, les règles officielles du jeu sont toujours disponibles, comme dans tout sport, et là, vous allez pouvoir trouver ça sur NetEntreprise et sur la base de connaissances. Quelque chose que je vous ai pas encore dit, sur lequel on va sûrement insister pendant la présentation, c'est que sur la plupart des slides du support, vous allez pouvoir retrouver des liens hypertextes qui vont vous permettre d'approfondir évidemment ce qu'on va pouvoir vous indiquer là pendant ce webinaire. Les joueurs, alors il y a 3 types de joueurs. Il y a le déclaré, c'est-à-dire l'établissement qui emploie les individus. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de pratiquants qui emploient 25 millions d'individus. Il y a le déclarant, c'est celui qui dépose la DSN. Donc ça peut être un des établissements dans une même entreprise, ou un établissement qui relève d'un autre sirène dans un groupe, ou un tiers à qui l'entreprise a donné mandat pour faire la paye et les formalités qui sont liées. Et il y a l'émetteur, qui est une notion technique et qui désigne finalement d'où vient la DSN en machine-to-machine. Alors, je vous propose maintenant de prendre votre licence et donc de vous inscrire en tout cas de vous indiquer comment se déroule l'inscription à NetEntreprise. Donc, depuis la loi Pacte de 2018, il y a le principe du mandat implicite qui s'applique et qui préside la gestion de NetEntreprise. En clair, en simple, ça a permis de faciliter, de rendre un petit peu moins lourd le process de gestion des habilitations. Il y a 3 cas de figure qui nécessitent des droits à différents niveaux. Donc, le service est lié directement à l'acte de paye. Il relève naturellement des mêmes acteurs que ceux qui opèrent la paye. Et donc, dans ce cas, il n'y a pas d'habilitation spécifique qui est nécessaire.
Le service, il est lié à la paye, mais il peut être opéré par d'autres acteurs que celui qui a en charge la paye et la DSL. Donc, il ne requiert pas d'habilitation spécifique, sauf s'il y a de nouveaux SIRET hors DSL qui sont concernés. Et le troisième cas de figure, c'est lorsque le service requiert une habilitation particulière. On va voir ça juste après. Tout d'abord, il faut que vous vérifiez au sein de votre club, dans la mesure du possible, si vous avez des collègues qui sont déjà inscrits. Si c'est le cas, ça va faciliter le process d'habilitation, puisqu'ils vont avoir la possibilité de vous ajouter en tant que joueur, et ils vont vous permettre de jouer rapidement, déclarer rapidement. Si aucun joueur n'est inscrit, dans ce cas, il faudra aller dans la page d'accueil, dans la rubrique s'inscrire, saisir vos données, vous laisser guider et sélectionner le service DSN pour pouvoir faire votre déclaration. Le président de votre club recevra donc un courrier qui va l'informer de votre démarche et vous pourrez ensuite, au maximum sous 8 jours, effectuer vos déclarations en ligne. Quand il y a un capitaine, alors le capitaine, vous aurez compris, c'est celui qu'on nomme l'administrateur dans le dispositif DSN, dans le tableau de bord. Donc, lorsque l'administrateur est déjà inscrit pour un club, tous les autres qui s'inscriront ensuite devront faire activer leur inscription en demandant soit par courrier électronique à un capitaine déjà inscrit d'activer cette inscription, soit en saisissant eux-mêmes la clé d'activation, excusez-moi, qui aura été donnée au président par courrier. Donc, vous allez, chaque joueur va avoir sa place évidemment sur le terrain. Donc, il y a la place du capitaine et les places de joueurs. Donc, la place le rôle de l'administrateur et le rôle du déclarant. Donc, le capitaine ou l'administrateur net entreprise doit valider la charte DSN, va décider qui prend quel poste pour mener telle ou telle action. Par exemple, l'habilité des déclarants, etc. Vous avez la possibilité sur le tableau de bord net entreprise de choisir un certain nombre d'habilitations pour des services, en fait, pour un même déclarant. Le joueur ou déclarant, donc oui, l'administrateur, pardon, il va suivre aussi les actions de toute son équipe, bien entendu, et il va avoir une vision macro de l'ensemble des habilitations et des actions de ses joueurs, c'est-à-dire des déclarants de son équipe. Le déclarant, il va être habilité par l'administrateur, par le capitaine, à déclarer et à télérégler pour le compte d'un club. La validation de la charte DSN, ça s'impose donc à tous. La gestion des droits est implicite, comme on l'a dit au début. Donc, il ne va suivre que ses propres actions. En revanche, il ne va pas avoir de visibilité sur les déclarations et les actions des autres. C'est seulement l'administrateur qui va avoir une vision globale. Donc, en fonction de la place qu'on occupe, évidemment, sur le terrain, ça va conditionner les actions qui peuvent être effectuées et la consultation, évidemment, des éléments qui vont être transmis via le tableau de bord DSN. Donc, il est très important, avant d'ajouter un déclarant, d'ajouter un joueur, de bien définir son rôle sur le terrain. Donc, le menu personnalisé du joueur va être conditionné par le rôle qui va lui être donné. En résumé, donc vous avez le schéma qui apparaît ici. Donc, on a filé la métaphore sportive, mais qui permet d'avoir une vision assez claire de la cinématique en fonction de si l'entreprise, si l'administrateur, si le déclarant est connu de net entreprise. Donc, il faut en amont que l'entreprise soit bien inscrite sur la feuille de match. Il faut que le capitaine, c'est-à-dire l'administrateur principal qui va être à même de déclarer cette entreprise, soit connu du système DSN. Et il faut qu'il ait une habilitation qui lui permette d'entrer sur le terrain et donc d'ajouter un certain nombre de joueurs pour déclarer un certain nombre de DSN voilà, pour l'ensemble des participants. Donc la licence numérique net entreprise va être constituée du triplet suivant: SIRET, nom, prénom et mot de passe. Logiquement, c'est des choses que vous savez déjà, mais
voilà, on le répète et on le voit sous un autre angle pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc pour rappel, ce que vous avez sur la slide qui apparaît ici, seul le capitaine va accéder à l'espace entreprise. Ça, c'est vraiment la vision capitaine, la vision administrateur du tableau de bord back-office, quoi, net entreprise. Donc c'est lui qui va pouvoir gérer l'ensemble des habilitations, des déclarations, des établissements et les déclarants. En fonction effectivement de votre rôle et de vos habilitations, vous n'allez pas avoir les mêmes problématiques. Donc, quand vous êtes déclarant, vous allez pouvoir aussi trouver et contacter votre administrateur sur Net Entreprise en cliquant sur votre compte du menu personnalisé en haut à droite. Voilà, quand vous vous connectez à votre tableau de bord Net Entreprise, vous pouvez, via cet accès, contacter votre administrateur. Vous allez pouvoir, donc en tant que capitaine, ajouter ou remplacer un joueur, c'est-à-dire créer ou supprimer un collaborateur. Donc vous allez pouvoir gérer les déclarants et ensuite, quand vous aurez gérer ces déclarants, vous pourrez gérer les habilitations de chacun de vos déclarants. Alors c'est extrêmement important quand il y a un déclarant qui va quitter l'entreprise de supprimer ce déclarant pour ne pas qu'il y ait des droits qui persistent pour un déclarant qui n'aurait plus le droit finalement de faire des déclarations pour le compte de telle ou telle SIRET. En revanche, avant de sortir un joueur, vous pouvez conserver les droits déclaratifs en transférant les droits de ce joueur vers un autre. Et ensuite, vous supprimez le collaborateur. Donc ça, vous faites un remplacement finalement. Ça fonctionne comme dans les sports collectifs. Vous faites entrer un nouveau joueur sur le terrain à la place d'un autre. Vous transférez complètement les droits déclaratifs et vous supprimez ensuite votre collaborateur des déclarants habilités. Donc, pour voir le poste du nouveau joueur, il va falloir effectivement cliquer sur gérer les déclarations et à ce moment-là, lui transmettre un certain nombre de consignes en gérant les habilitations de ce nouveau joueur. Il faut savoir, et pour les tiers déclarants, pour les grands comptes, que le tableau de bord Net Entreprise est aussi adapté, ce qu'on appelle au grand club, et donc il peut y avoir voilà une gestion de masse qui est proposée sur le tableau de bord, et donc on vous indique ici la marche à suivre, un petit récap de ce à quoi il faut penser, parce que dans les grands clubs ça arrive fréquemment. Donc tout ce à quoi il faut penser quand un nouveau joueur arrive, quand un joueur part, ou quand un SIRET est pris en charge, évidemment, en tant que tiers déclarant. Vous avez un nouveau client. Et donc il faut évidemment s'astreindre à un certain nombre de procédures. Et donc là, c'est un rappel pour vous dire, voilà, quand un joueur arrive, quelles actions va-t-il devoir effectuer, quel va être son périmètre déclaratif. Est-ce qu'il s'agit du remplacement d'un collaborateur? C'est ce qu'on vient de voir. Et donc, du coup, à ce moment-là, pour ce joueur, vous allez ou non transférer les habilitations d'un joueur précédent ou lui ouvrir la possibilité je reviens sur la slide, ou lui ouvrir donc les droits, les accès pour qu'il puisse faire l'ensemble des déclarations pour lesquelles vous souhaitez qu'il agisse. Pour le départ d'un joueur, l'accès à son compte a-t-il bien été bloqué? Donc il faut bien vérifier ça. Est-ce que son périmètre doit être transféré? Est-ce que les historiques ont bien été enregistrés? Pour l'ajout d'un SIRET, voilà, se poser la question, qu'est-ce qu'on transmet comme déclaration, par quel déclarant, et est-ce que d'autres SIRET doivent être ajoutés? Voilà, donc là vous avez une petite infographie qui vous permet d'avoir en tête toutes les questions à se poser dans ce cadre, arrivée d'un nouveau déclarant, sortie d'un déclarant et ajout d'un nouveau SIRET.
et je vais laisser la main à mon collègue Arnaud Bourdon pour vous parler de la vérification de l'équipement. Merci Circé. Donc je vais prendre la suite sur le troisième point, donc qui est de vérifier son équipement. Voilà, en fait, il s'agit là du logiciel de paye, du coup. Donc avec un rappel des questions que vous avez dû vous poser au moment du passage à la DSN, du coup par rapport à ce logiciel, avec cet objectif que cela produise une DSN respectant le domaine réglementaire. Donc on a un enjeu très fort de fiabilité des données, globalement. Après, il y a un certain nombre de questions qui se sont posées en fonction de votre taille d'entreprise aussi. Vous n'aurez pas forcément le même type d'équipement en fonction de la taille de l'entreprise ou si vous êtes un tiers déclarant. Voilà, et s'il y a des catégories de salariés un peu spécifiques qui peuvent exister, voilà, notamment dans la fonction publique ou les hôpitaux, voilà. Les questions que vous avez dû vous poser à l'époque, voilà. Donc, ce qui a amené votre réflexion à ce moment-là, donc c'était de voir aussi ce que le logiciel pouvait faire pour vous, notamment au niveau des états de contrôle. Voilà. Il y a un certain nombre de contrôles qui peuvent être effectués avec des SNFIA, des SNFPOC, notamment, qui vous permettent, avant la transmission, de vérifier les flux. Voilà. Donc sur ça, donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que la DSN, dans certains cas de figure, ne se suffit pas elle-même. Il faut à côté pouvoir réaliser des signalements d'événements. Hein, vous le retrouvez notamment pour les informations à transmettre à l'assurance maladie ou au Pôle emploi. Voilà, c'est des questions à voir. Ça simplifie aussi la fiabilité des données par rapport à ce qui est transmis, par rapport à des saisies manuelles que vous pouvez nous faire de notre côté. Ce qui est important aussi, et là on attire l'attention, c'est sur la vigilance sur les mises à jour. Il y a beaucoup d'évolutions au fil des années, donc il est important de voir si que le logiciel que vous avez les a bien pris en compte pour pouvoir transmettre des données de qualité. Donc c'est quelque chose d'important, du coup, par rapport à ça. Ce qui ressort aussi, ce que vous devez voir, et ce que vous avez dû faire au moment pour votre éditeur logiciel, c'est de voir comment vous pouvez être accompagné par votre équipementier, en l'occurrence, la plupart du temps, l'éditeur logiciel, hein, même s'il existe des logiciels internes aux entreprises, voilà, de manière générale. Donc voilà, c'est les questions que vous devez vous poser, que vous avez dû vous poser à l'époque par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment du rappel hein, sur ça. Du coup, et puis par rapport aux évolutions à venir aussi, réfléchir un peu à ce que ça impacte votre entreprise, du coup. Sur l'entrée dans le camp d'entraînement, faites le point 4, hein, c'est vraiment Net Entreprise et ses services. Hein. Donc voilà, Net Entreprise, c'est un portail unique hein, qui vous permet d'avoir accès à tout ce que vous avez besoin dans le cadre de la DSN, Déclaration Sociale Nominative. Avec ce constat, au moment de la genèse de la DSN, en fait, qu'on est parti d'un parcours avec des déclarations à faire à énormément d'organismes différents et beaucoup de déclarations différentes à faire. Cet objectif-là, c'était de réunir au sein de la DSN, faire une seule déclaration pour les employeurs et qui serait adressée de manière transparente aux différents organismes en fonction de leurs besoins. Voilà. Donc c'est ça l'architecture qui a conduit à la création de la déclaration sociale nominative, avec une mise à disposition d'un certain nombre d'outils d'organisation, donc avec tout ce qui est aspect déclaratif autour de la déclaration sociale nominative, un certain nombre de paramétrages et de contrôles à mettre en œuvre au niveau de vos logiciels, prévoir aussi des équipements de paiement qu'on retrouvera un peu plus loin, des outils connexes qui sont à la disposition des joueurs, donc à la disposition des entreprises et des tiers déclarants. Voilà, vous avez en plus de la DSN des déclarations à faire en plus à côté. Vous avez la possibilité aussi de faire de la simulation avant envoi et vous avez des partenaires à côté.
qu'on retrouvera dans la slide suivante. Donc voilà, au niveau des déclarations, donc on a pris une analogie avec un stade, en fait, où sur la gauche, vous retrouvez on va dire, les déclarations majeures, entre guillemets. Donc c'est vraiment la déclaration sociale nominative et le passereau. Et à côté de ça, vous avez un certain nombre de déclarations possibles sur le portail Net Entreprise. Voilà, type la déclaration d'action du travail en ligne, pour les intempéries BTP à côté, parce que la DSN, pour l'instant, ne regroupe pas encore l'ensemble des déclarations. Du coup, ça, c'est des choses que vous connaissez sans doute déjà. À côté de ça, on a des équipements de paramétrage et de contrôle. Donc, comme l'a dit Circé, vous avez en fait un lien hypertexte en cliquant sur plusieurs slides, en cliquant sur le bleu. Vous retrouverez un peu ce qui est possible. Donc, je parlais tout à l'heure des fichiers de paramétrage au niveau des organismes complémentaires, des contrôles SIRET possibles avec la DSN, des outils de suivi de tableau de bord. Donc voilà, je ne vais pas tous les énumérer. Ce qui est important à retenir, notamment, c'est ce qui va se passer pour l'avenir, donc avec la fermeture de Topaz, qui est prévue fin 2024. Du coup, et le service attestation employeur qui doit fermer fin 2023. Donc ça, c'est deux informations importantes, peut-être que vous avez déjà, donc à prendre en considération du coup. Donc voilà pour cette partie. Comme je l'indiquais tout à l'heure, vous avez des équipements de paiement à disposition. Donc les télépaiements sur directement Net Entreprise. Possibilité aussi de faire des modules mandats ou de passer par Cotizen au besoin. Donc voilà, trois types de paiements possibles. Et comme on l'indiquait aussi, il y a des outils connexes que vous pouvez utiliser à côté de la DSN ou du portail Net Entreprise. Donc c'est ce qui a trait, et c'est assez nouveau, le compte entreprise. Donc c'est un service de l'assurance maladie. L'envoi d'un salarié à étranger, donc ça c'est géré au niveau de l'URSSAF, hein, ça s'appelle ILAS, ce service. Voilà, vous avez des bouquets qui sont propres à la MSA aussi. Hein, donc je pense que c'est des choses que vous pouvez être amené à utiliser dans votre quotidien. Voilà, donc alors après quelques exemples sur des services à valeur ajoutée, hein, il y a ce qui est le simulateur bonus-malus. Là, on vous explique un peu, avec cette analogie au sport, comment procéder, comment accéder à ce simulateur, du coup. Donc, avec ce qui est important à retenir ici dans votre calendrier, c'est qu'à mi-2024, donc il y aura un service d'indicateur RH qui va permettre aux entreprises de se comparer par rapport au secteur d'activité, la localisation géographique, et les typologies de contrats. Donc plutôt intéressant en termes de comparaison. Voilà, dans le cadre du bonus-malus. On a un certain nombre de portails qu'on a mis en avant hein, pour vous accompagner et trouver de l'information. Donc vous avez le portail pour les entreprises privées de l'URSSAF. Pour les entreprises publiques, vous avez PEPS. Pour les experts comptables, vous avez Mon Espace. Et pour les entreprises du régime agricole, donc Mon Espace privé à disposition. Donc voilà, encore parmi les nouveautés de l'année, c'est la taxe d'apprentissage et le service Soltea. Vous voyez donc là aussi le lien, hein, donc c'est un sujet d'actualité qu'il faut retenir. Donc vous aviez jusqu'au 5 octobre pour choisir en fait à qui verser le solde de la taxe d'apprentissage. Je pense pas qu'il y ait eu de changement au niveau de cette date. Je pense, on l'indiquera tout à l'heure s'il y a des questions, ou on le précisera à Didier au besoin. Si on est bien sur le 5 octobre, tu me confirmeras ça. Le compte entreprise, je vous ai évoqué ça tout à l'heure. Donc c'est un service en ligne de l'assurance maladie, donc qui permet notamment de gérer tout ce qui a en lien avec les indemnités journalières. Donc le paiement des IJ, voilà. Donc, ça vous permet de suivre, de télécharger ou d'envoyer des pièces justificatives à l'assurance maladie.
Donc c'est un service qui va se développer au fur et à mesure. Là récemment, hein, vous avez ce qui concernait le fractionnement du congé pater pour ceux qui ne font pas du signalement d'événements. Donc un nouveau service en ligne de l'assurance maladie qui s'est mis en place très récemment. Parmi les autres nouveautés, là vous avez plus de détails sur ce qui vous trouvez une page écran sur le compte entreprise, notamment au niveau des pièces justificatives. Donc il y a un certain nombre de contrôles cohérence qui sont faits, notamment au niveau de l'identification du salarié. Et cela permet d'orienter automatiquement en fait les documents vers la caisse d'appartenance de ce salarié. Donc avec la possibilité aussi de faire des commentaires. Voilà, avec aussi une traçabilité côté employeur qui est assez intéressante. Donc là, on rappelle un peu sur la fiabilité des données, hein, on revient dessus. Donc il y a 5 leviers, c'est la norme DSM hein, qui est à disposition, donc avec le cahier des charges. Les contrôles à disposition avant l'émission, donc ça c'est aussi important. Et l'importance de bien vérifier la bonne implémentation de tous les nouveautés qui peuvent être réalisées au niveau de législateur dans vos logiciels de paye. Donc c'est important ce suivi. Et derrière, vous avez à disposition à travers le tableau de bord, vous avez notamment tout ce qui est contrôle métier, du coup, qui vous sont ramenés et par les organismes. Et avec aussi où l'accent va être mis de plus en plus, c'est sur les campagnes de fiabilisation des données qui vont être menées par les différents organismes de protection sociale. Notamment, je fais le lien avec le montant net social, hein, les impacts notamment qui peuvent exister. S'il y a de mauvaises déclarations, peuvent avoir des impacts pour vos salariés. Donc voilà sur ce sujet. Je ne sais pas, Quentin, s'il y a des questions. Si Didier, tu voulais me confirmer pour la date du 5 octobre. Voilà. Donc sinon, je laisse la parole à Florence de l'URSSAF pour la suite. Florence, on a un petit souci. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, Florence. Enfin, de mon côté. Par contre, c'est ma caméra qui ne marche plus. Bon. Alors, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend, du coup. Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. On t'entend très bien. Merci. Donc, moi, je vais prendre le relais sur la partie préparer au mieux donc les données de la paye. Alors, toutes les informations dont vous avez besoin. Bon, il y a des choses, vous allez voir, hein, c'est un peu redondant, mais bon, à force de répéter, forcément, ça rentre bien. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Les données identifiantes, hein, l'importance d'avoir son SIRET et donc au niveau de l'établissement et les NIR de chacun de vos salariés. Il vous faut également les données financières. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Les données agrégées, donc celles qui sont à destination de l'URSSAF et les partenaires. Données nominatives, celles qui sont rattachées donc à vos salariés. Ensuite, les données relatives au dépôt. Donc là, on est sur le logiciel que vous utilisez. Qui va déposer cette déclaration? Donc, le déclarant. Les informations relatives à l'entreprise et à l'établissement qui est déclaré. Sur l'individu, bon, je me répète un peu, donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a son identité, on va avoir le type de contrat, tous les événements qu'il y a pu y avoir sur un mois donné, donc les revenus d'activité, les revenus de remplacement, les arrêts de travail, et on aura également comme information donc à préparer tout ce qui est cotisation, contribution qui découleront donc de son mois d'activité. Donc trois outils, entre autres, hein, puisqu'il y en a d'autres que je vous présente après, vont vous aider à bien préparer vos données, à nous transmettre. Donc on a parlé du SIRET. Donc vous avez un outil qui permet d'aller contrôler si votre SIRET est le bon. Je pense que vous avez le bon, mais c'est surtout
est-ce qu'il est bien en phase avec les organismes? Donc, est-ce qu'il est bien conforme à celui qui est connu notamment donc dans notre base DSN? Si ce n'est pas le cas, il faut qu'à notre niveau, on fasse une manipulation ou sinon la déclaration nous arrivera et on fera ensuite une mise à jour a posteriori. Le NIR donc de vos salariés. Donc, bien le vérifier également que vous avez le bon NIR, en sachant que même si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas encore attribué de NIR, vous pouvez enregistrer le NTT pour votre salarié. Donc, on en parle un petit peu plus loin. Et vous avez donc sur le portail Net Entreprise les outils qui permettent de contrôler le fichier déjà en termes de format. Voilà, donc on retrouve, et comme le disait tout à l'heure ma collègue, les différentes applications. Dès lors que vous voyez dans le support que c'est souligné en bleu, c'est-à-dire qu'il y a un lien vers l'application en question. Donc sur le SIRET, donc c'est DSN Control SIRET, on vient d'en parler. Vous avez également les tables de nomenclature qui permettent de faire votre paramétrage, puisque tout est codifié avec des cahiers des charges bien précis pour que tout passe. Ensuite, vous avez le tableau de bord DSN Net Entreprise. Donc, c'est une vue d'ensemble de vos DSN mensuels déposés et les signalements d'événements que vous avez transmis. C'est également par ce biais, on y reviendra plus tard, que vous verrez si en effet vous avez bien déposé votre DSN. Est-ce qu'elle n'a pas été rejetée? Est-ce qu'il y a des anomalies? Voilà, on en parlera plus tard. Vous avez également l'outil DSN Val qui permet de contrôler et fiabiliser le fichier sur son format. Et vous avez DSN FPOC. Donc là, on est sur le paramétrage donc pour les organismes complémentaires. Donc pareil, pour vérifier que tout est correct. Donc voilà, donc vous avez préparé votre déclaration et donc maintenant, enfin du moins tous les éléments, vous allez récupérer un certain nombre d'autres informations qui sont utiles pour déclarer votre DSN. Donc, vous avez amorçage des données variables. Donc, j'en pars sur la diapo juste après. Il s'agit de récupérer le TOPAS et différentes informations de contrat pour les organismes complémentaires. Ensuite, le temps officiel, donc c'est une déclaration à déposer mensuellement. Donc, soit au 5, soit au 15 en fonction de vos effectifs. De manière dématérialisée, la DSN c'est dématérialisé. Et dans cette déclaration, donc vous y ferez apparaître donc tous les événements qui ont pu y avoir sur un mois pour chacun de vos salariés. Donc y compris s'il y a un arrêt de travail, s'il y a une reprise suite à un temps de travail, s'il y a une fin de contrat de travail unique. Voilà, toutes ces informations transitent désormais par la DSN. Vous avez également des informations importantes qu'il faut suivre, la notification de votre taux accident du travail et la notification bonus-malus. Ces informations sont indispensables pour mettre à jour votre logiciel et donc adresser les informations fiabilisées, voilà, sans erreur, pour éviter qu'après on revienne vers vous parce que vous n'avez pas appliqué les bons taux. Vous avez également à suivre et à signaler au fil de l'eau donc les événements qui peuvent avoir lieu au niveau de vos salariés, mais qui ne véhiculent pas de cotisation. Donc, ça veut dire que vous pouvez le faire au fil de l'eau. Donc, je reviens sur la partie signalement amorçage des données variables. Voilà, donc c'est un paramétrage sous une rubrique spécifique où vous allez pouvoir donc récupérer le taux. Il faut d'abord récupérer le taux prélèvement à la source. Donc là, un petit point d'alerte, le service Topaz s'arrête en début 2025. Par ce biais, vous allez initialiser le processus d'affiliation, modifier les paramètres pour les contrats des organismes complémentaires, gérer également les ayants droit.
Vous allez obtenir en anticipation le bilan d'identification du salarié, le BIS. Et il vous faut aussi récupérer le numéro de contrat de travail précédemment déclaré. C'est-à-dire que si donc vous embauchez, donc vous avez un salarié avec un contrat et il y a une mutation, un changement de tiers déclarant, un changement de logiciel déclaratif, c'est important qu'il y ait une continuité pour ce salarié. Donc le contrat de travail est important à avoir dans les 2 bases, hein, sous les SIRET, voilà, ou sur les logiciels, mais qui est bien une continuité. Donc toujours dans la préparation, dans le suivi de vos déclarations. Alors là, on fait le lien avec le sport, hein, carton jaune, carton rouge. Au moment du dépôt de votre déclaration, l'objectif, c'est de vérifier que les règles du jeu seront respectées. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un cahier technique avec une base de connaissances, tout un paramétrage qui est bien spécifique à la DSN. Et puis, si il y a un problème de cohérence avec l'attendu, votre déclaration peut être rejetée, d'où le carton rouge. Vous pouvez très bien avoir une déclaration qui passe, mais avec des contrôles qui ne sont pas bloquants. Donc, la déclaration va passer, mais c'est quand même important d'aller vérifier où il y a eu des signalements, des anomalies, même si elles ne sont pas bloquantes, puisque vous allez devoir corriger, soit par le biais de la déclaration à venir, soit même en paramètres en dur dans votre logiciel. Donc, on parle des comptes rendus métiers normalisés, qui, dès le retour des dépôts mensuels, sont à consulter et vous aident justement à vérifier que votre déclaration est bien passée, et si elle est passée, et s'il n'y a pas d'anomalie quand même sur votre déclaration. Donc, en l'absence de carton rouge, la DSN est réputée transmise, même s'il y a des cartons jaunes, je viens d'en parler. Et il faut bien donc aller vérifier dans vos comptes rendus métiers. On en parle un petit peu plus loin. Voilà, donc on vérifie toujours les informations de SIRET, de NIR. Ça fait partie des éléments à préparer en amont, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ensuite, là, je vais passer sur des informations toutes fraîches, on va dire, donc des informations de l'année 2023, voilà les temps forts de la saison. Le montant net social. Donc, il correspond au revenu que les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité doivent déclarer pour calculer leurs prestations. Donc, désormais, ça passe, les informations sont transmises via la DSN. Il faut savoir que 34% des personnes qui ont droit au RSA ne le demandent pas. Donc, par le biais de la DSN, désormais, ça va faciliter l'ouverture et l'accès à ces allocations, à ces aides. L'objectif, c'est de simplifier les démarches des bénéficiaires et donc d'en faciliter le remplissage des déclarations de ressources. Donc, à partir des éléments donc transmis par le biais de la DSN, donc la rémunération brute qui est versée par un employeur, les cotisations et contributions sociales salariales obligatoires, les contributions donc de l'employeur au financement de la protection sociale supplémentaire facultative, donc donneront le montant net social. On soustrait, on additionne, voilà. Donc ce montant net social, donc je me répète un petit peu, hein, mais voilà, il facilite le calcul à faire pour l'allocataire, le fait qu'il passe par la DSN. Il permet de réduire le non-recours aux prestations et faciliter l'accès aux droits, de réduire les risques d'erreur dans les déclarations et éviter les régularisations, préparer progressivement le pré-remplissage des déclarations de ressources. Donc désormais, sur le bulletin de salaire, hein, depuis juillet, vous avez une nouvelle ligne, donc montant net social. Alors un petit rappel, hein, ne faut pas confondre le montant net imposable et le montant net à payer, qui continueront donc à figurer sur le bulletin de paye.
Ensuite, autre temps fort de l'année, le temps partiel thérapeutique. Donc des petites choses aussi, hein, enregistrées dans la DSN, toujours sur un paramétrage bien particulier. Voilà, c'est une spécificité, le temps partiel thérapeutique qu'il faut enregistrer, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est en fait tous les événements, tout ce qui se passe au cours d'un mois pour un salarié doit être enregistré sur votre DSN. Donc, c'est désormais le cas pour le temps partiel thérapeutique. Donc, important à rentrer puisque durant cette période, il perçoit une indemnité journalière qui est versée par la sécurité sociale. Il peut porter différents noms, hein. Il est appelé travail aménagé ou à temps partiel. Dans la DSN, c'est la notion de temps partiel thérapeutique qui s'applique également donc aux accidents de travail maladie professionnelle. Donc, des réglages sont en cours et sa prise en compte dans la DSN est pour le moment suspendue. Mais il faut savoir que c'est en préparation plus forte, voilà, en termes de paramétrage et d'obligations à rentrer dans la DSN. On commence déjà à vous en parler. Autre événement important de l'année, la déclaration obligatoire donc d'emploi des travailleurs handicapés. Qui, comme vous le savez, était exigible cette année en avril 2023. Hein, on a parlé de la déclaration annuelle de donc l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, avec une contribution annuelle donc qui était à verser soit au 5, soit au 15 via votre DSN. Donc, comme le mi-temps, donc le temps partiel thérapeutique, voilà, il y a une obligation également pour l'emploi des travailleurs handicapés. Ces informations doivent transiter par la DSN. Hop, et je vais passer le relais à ma collègue. Je ne sais pas s'il y a des questions, on y répond au fur et à mesure, sauf s'il y a certaines qu'on prend en direct. Merci Florence. Donc je vais prendre la suite. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, hein, pour rester avec notre analogie sportive, on se situe donc désormais après le match. Donc il va être temps de faire le bilan, de tirer les conclusions. Et donc c'est là que vont entrer que les coachs en fait entrent en jeu. Donc les coachs, leur rôle sur cet après-match, ça va être de vous indiquer comment corriger les fautes qui ont pu être repérées. Donc sachant que la correction de ces fautes par les joueurs, c'est vraiment une obligation réglementaire. Donc pour éviter en fait de réitérer les fautes, donc il y a la possibilité, si la faute est détectée avant le match, donc de transmettre une DSN en mode annuler-remplace. Donc cette DSN en mode annuler-remplace, elle peut être émise, ça c'est très important, jusqu'à la veille du match à minuit. C'est-à-dire que pour une échéance par exemple au 5 du mois, il faudra transmettre cette annuler-remplace pour qu'elle puisse être prise en compte jusqu'à minuit le 4. Si la faute, elle est détectée pendant ou après le match, cette fois, la correction, elle ne pourra se faire que lors du match suivant. C'est-à-dire qu'il faudra attendre la DSN initiale du mois suivant pour pouvoir émettre une correction, c'est-à-dire un bloc de régularisation qui va corriger la faute sur le match précédent. Donc, de quel type de faute il s'agit, hein? Donc, il y a différents types de fautes. Il y a les fautes identifiantes. Donc, les fautes identifiantes, elles portent vraiment sur l'identité du joueur. Donc, ça peut être son numéro de contrat, sa date de début de contrat, sa date de fin, ça peut être son NIR, son nom, son prénom, enfin vraiment toutes les données identifiantes du joueur. Donc, en fait, pour pouvoir corriger ces données identifiantes, il faut transmettre un bloc dit bloc changement. Donc, ce bloc changement, c'est un bloc qui permettra de faire le lien entre l'ancien joueur, enfin l'ancien poste et le nouveau poste du joueur. Pour les autres fautes, donc là, vous avez le choix entre deux modes de correction.
Soit la méthode, on va dire, remplacement, pour rester sur l'analogie sportive. Donc la méthode remplacement, c'est en fait transmettre un bloc annule et remplace. Donc là, on annule en fait la donnée erronée et on retransmet une donnée correcte. Donc là, on sort un joueur plus fort et on fait entrer un joueur plus rapide, par exemple. Il y a aussi la méthode différentielle. Donc là, en méthode différentielle, eh bien, on corrige, hein, comme le dit le terme, on vient annuler simplement la différence qui constitue l'erreur, la faute. Donc, les coachs, en fait, de quelle façon est-ce qu'ils vous signalent les erreurs? Donc, ils vous signalent les erreurs au travers du tableau de bord Net Entreprise. Donc, comme le disait Florence tout à l'heure, hein, on a dans certains cas un carton rouge. Donc là, si on a un carton rouge, c'est un rejet, on ne peut pas aller plus loin. On peut aussi avoir des cartons jaunes. Donc, c'est dans le cadre de ces cartons jaunes, hein, qu'on va avoir des corrections à effectuer. Donc le tableau de bord de Net Entreprise, hein, vous le connaissez, hein. Donc on a d'abord la partie en fait identification du joueur. On a les consignes, hein, qui peuvent être données par les coachs. Donc les consignes par les coachs, vous allez les trouver dans l'historique des échanges, qui vous donne des informations en fait sur les dépôts qui ont été effectués. On a la partie tableau de score. Donc là, c'est le récapitulatif qui permet le suivi de l'état des DSN et des différents signalements qui ont été effectués. On a la partie qui correspond au lieu de compétition. Donc là, c'est là où vous déposez une DSN ou un signalement. Et donc, sur le bas du tableau de bord, hein, vous retrouvez les ateliers des coachs, des clubs de supporters, les anciens joueurs. Donc, dans toute cette partie-là, c'est la consultation en fait des services complémentaires qui vous sont mis à disposition par chaque organisme. Donc, dans les signalements, eh bien, il y a les accusés de réception d'enregistrement. Donc, quand vous avez un carton rouge, eh bien, pour vous, c'est un avis de rejet. Vous avez également le certificat de conformité qui vous permet en fait de savoir si votre DSN est accepté ou pas. Donc, le bilan d'anomalie, ça peut être un carton jaune. Par contre, si vous avez plus de 10 000 anomalies, là, dans ces cas-là, la DSN est rejetée. Carton jaune, le carton jaune aussi peut porter sur le bilan d'identification des salariés, donc qui permet de contrôler en fait l'identité de l'ensemble des joueurs. Vous avez les bilans qui portent sur les contrôles interdéclaration, les CID. Donc là, la non-satisfaction de l'un de ces contrôles est signalée également, mais ça ne veut pas dire que la déclaration est rejetée. Et donc, l'ensemble des comptes rendus métiers, hein, qui sont émis par les différents organismes de protection sociale, là, qui sont également des cartons jaunes, hein, qui vous permettent en fait de corriger de vous indiquer les erreurs déclaratives, vous permettent donc d'émettre soit une annulaire en place, soit un bloc de régularisation sur l'échéance suivante, le match suivant. Alors, donc je vais faire le focus, hein, sur les comptes rendus métiers qui sont émis donc par les organismes de protection sociale. Donc les comptes rendus métiers, depuis janvier 2023, ils sont émis à ce qu'on appelle la norme NEORES. Donc c'est une norme d'échange optimisé des retours sociaux. Donc la norme NEORES, elle a l'avantage d'émettre en fait les comptes rendus métiers sous un format unique. Donc qui propose un format vraiment très structuré et aux propos plus clairs des différents comptes rendus qui pouvaient être émis auparavant. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment une obligation réglementaire de prendre connaissance en fait de ces comptes rendus métiers et d'émettre les corrections nécessaires pour fiabiliser au mieux, hein, les déclarations sociales. Et l'enjeu également derrière tous ces comptes rendus métiers, c'est bien entendu de garantir les droits des salariés.
Donc la règle du jeu, c'est NeoRes. Donc à terme, hein, le format NeoRes, il a aussi comme enjeu en fait de s'implémenter directement dans les logiciels de paye pour pouvoir effectuer des corrections quasi automatisées. Donc je vais vous présenter certains comptes rendus métiers. Donc on a le compte rendu métier effectif. Donc le compte rendu métier effectif, il remonte en fait sur la feuille de match les joueurs qui ont été identifiés par l'URSSAF ou par la MSA, hein. C'est l'URSSAF qui est à l'origine de ce compte rendu métier. Donc ce compte rendu métier, effectivement, hein, l'effectif d'une entreprise, hein, l'effectif moyen annuel, il a une incidence importante en cas de franchissement de seuil, puisque vous savez qu'en dessous, en deçà de certains seuils, il y a des contributions ou des cotisations qui sont dues ou qui ne sont plus dues. Hein, on a notamment le seuil des 11 salariés ou le seuil des 50 salariés. Donc, il a aussi un impact, cet effectif, sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, hein, parce qu'au-dessus de 20 salariés, une entreprise peut être assujettie ou non à cette obligation d'emploi. Même chose pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Et donc, depuis 2023, mars 2023, ce compte rendu métier, il est aussi important, hein, pour calculer en fait l'effectif moyen annuel des contrats favorisant l'insertion professionnelle, et le taux de détermination en fait, le taux d'alternant. Donc, pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage, également pour tout ce qui est taxe d'apprentissage, contribution à la formation professionnelle. On a aussi les comptes rendus métiers, alors appelés 119 et 120. Donc ça, ce sont les comptes rendus métiers dits normalisés, hein, qui sont effectués donc par l'URSSAF et la MSA, soit au moment du dépôt de la DSN et avant l'exigibilité. Donc c'est le CRM 119. Donc le CRM 119, lui, il est transmis donc dès le dépôt et il est émis à partir à H+4, hein, 4 heures après en fait le dépôt de la DSN. Et donc son intérêt, c'est d'émettre les bilans et les éventuellement correctifs au plus tôt pour que en fait le déclarant puisse émettre une DSN en mode annule et remplace. Et on a le compte rendu métier 120, donc lui qui est transmis après le dépôt de la DSN, enfin après l'exigibilité. Donc en fait à J+5 du dépôt de la DSN si elle est effectuée au moment de l'exigibilité. Et donc dans les comptes rendus métiers à venir, hein, mi-2024, on aura aussi l'émission de comptes rendus métiers normalisés par le régime agricole. Autre compte rendu métier, c'est le compte rendu métier identité. Donc lui, il est émis depuis juin 2020 et donc il permet en fait de mettre à disposition, hein, en parallèle du BIS, les éventuelles anomalies qui sont détectées pour les individus, hein, donc pour les joueurs. Donc il précise les écarts entre l'identité des individus telle qu'elle est transmise sur la feuille de match et les informations qui sont elles précisées sur la licence et donc qui sont dans le système national de gestion des identifiants. Et donc elles permettent ces données sont essentielles, hein, puisqu'elles permettent l'ouverture et le calcul des prestations sociales. Donc pour les joueurs, hein, ce sont les transmissions utiles au calcul de la retraite et des éventuelles allocations versées par la caisse d'allocation familiale. Allocation logement, on a vu tout à l'heure le RSA, enfin voilà, toutes les données essentielles. On a également le compte rendu métier bonus-malus. Donc depuis le 22, ce compte rendu métier, il emporte en fait le taux de modulation qui est applicable aux cotisations d'assurance chômage dans le cadre du bonus-malus.
Donc en septembre 2023, il emporte également le taux modulé de bonus-malus et le taux bonus-malus caisse de congés payés. Un taux bonus-malus caisse de congés payés donc est systématiquement porté sur ce CRM, quelle que soit l'équipe concernée. Donc en complément, il y a un nouveau service qui est mis à disposition des équipes et qui permet en fait aux équipes d'avoir accès à la liste de séparation, donc c'est-à-dire des fins de contrat dont le nombre est un des composants donc des modulations bonus-malus émises par l'URSSAF. Donc également, depuis cette année, on a le signalement Mes droits sociaux. Donc c'est un service qui permet un accès à un tableau de bord qui liste tous les signalements qui sont affectés à un joueur. Donc ces anomalies peuvent être de 3 types. Soit le club est inconnu, donc dans ce cas, le joueur ne joue pas dans le club affiché. En fait, là, c'est au joueur de venir consulter les données sur ce portail, les données qui l'identifient. Donc il peut voir donc qu'il n'est pas affilié au club qui est affiché sur le portail. Il peut voir également alors lui, c'est qu'il joue bien dans un club et il s'aperçoit que le club ne s'affiche pas. Donc on est dans le cadre d'un club manquant. Il peut aussi détecter un certain nombre d'erreurs, par exemple une erreur sur une prime de match. Donc là, il constate un écart pour un match donné. Donc le portail de connexion, c'est mesdroitssociaux.gouv.fr. Voilà, donc si lui, il détecte en fait un signalement, donc il peut émettre une alerte en fait sur mes droits sociaux. Voilà. Je vais repasser la parole à Florence sur les conseils du JPMDS. Alors, voilà. Bon, ma caméra toujours pas. On m'entend bien? Oui, c'est bon, Florence. Okay. Oui, très bien. Donc oui, je reprends la main. On refait le match. Donc les conseils. Donc pour remémorer, voilà, se remettre en tête, répéter. Donc la qualité du jeu des données, c'est l'affaire de tous. Tout le monde a son importance dans la réalisation de la DSN. Aussi bien donc les auditeurs de logiciels de paye auprès de qui et avec qui il faut vraiment travailler, consulter, voilà, contacter régulièrement s'il y a des choses à faire, à mettre en place, des mises à jour à apporter, des questions qu'on vous pose et qu'on vous dit mais là c'est une question de paramètres, vous contactez les éditeurs de logiciels. Les gestionnaires de paie, évidemment, enregistrer toutes les informations, les fiabiliser avant de les enregistrer, donc de les transmettre. Le travail en commun avec Net Entreprise et donc tous les partenaires associés, les organismes de protection sociale et évidemment votre allocataire, votre salarié qui est donc l'allocataire, l'assuré, pour répéter que la DSN, tout ce qui est transmis par ce biais a un impact sur les droits. La loi dite OOPS, la loi OOPS, le droit à l'erreur est reconnu. Donc évidemment, ça peut arriver que des DSN arrivent avec des erreurs. Pas d'inquiétude, vous pouvez les rattraper donc en corrigeant le mois, la période d'emploi sur lequel il y a eu une erreur et en leur transmettant avec le mois qui suit. Si c'est juste sur le mois en question, voilà, donc une correction sur le mois. Si c'est une question de paramétrage en dur, donc comme je disais à l'instant, voir avec l'éditeur, s'il y a besoin, ou alors vous le faites vous-même, modifier en dur donc dans votre logiciel pour éviter que l'anomalie se répète tous les mois qui suivent. Donc on dit donc DSN moins principal déclaré plus 1 sans risquer de pénalité, parce qu'en effet, si vous avez donc une anomalie à corriger, vous faites votre correction donc sur la période en question.
Vous déclarez donc votre DSN courante en temps et en heure, donc soit au 5, soit au 15 du mois, à laquelle vous joignez cette correction du mois précédent. Donc à partir du moment où la déclaration est arrivée en temps et en heure, donc la déclaration courante, en effet, il n'y aura pas de pénalité sur la correction apportée sur le mois précédent. Donc la qualité de la DSN est l'affaire de tous. En effet, hein, je rappelle hein, l'impact des données, surtout des données erronées. C'est très important que les informations soient de qualité, donc fiables, puisqu'une erreur peut entraîner des anomalies, des droits aux prestations qui sont erronés. Hein, donc, c'est un impact direct sur les salariés. Donc, la cotisation doit être exacte pour un juste droit donc, aux individus. Chaque maillon de la chaîne participe à la qualité globale nécessaire, donc ça reprend un peu le schéma de précédent. Hein. Tous les chiffres sont importants, donc toute la vie, hein, je l'ai déjà dit aussi, tout ce qui se passe dans le mois donné pour un salarié doit être enregistré dans la DSN, puisque tout ce qui se passe a en effet un impact derrière, que ce soit sur les cotisations, mais surtout sur les droits de vos salariés. Donc, au fil de l'eau, ça a un impact sur les droits maladie, chômage, retraite, sur les congés, sur les prestations de solidarité, sur la gestion du prélèvement à la source, sur les opérations de recouvrement de cotisations. Par ce biais-là aussi, il y a les aides aux entreprises, le suivi du dispositif des politiques publiques, et des statistiques publiques sur la gestion des salariés. La DSN, en effet, fait transiter énormément de données et du coup qui sont récupérées au niveau national pour établir des statistiques. Donc, on a déjà parlé à plusieurs reprises de la base de connaissances. Donc là, on fait un petit zoom sur cette base de connaissances qui est donc accessible sur netentreprise.fr. Qui vous permet donc d'avoir accès à des fiches consignes qui vont vous aider pour le paramétrage de certaines thématiques. Hein. Quand il y a des particularités, n'hésitez pas à les consulter pour récupérer donc les informations qui vous aideront au paramétrage. Donc on refait le match, c'est également l'information de départ sur le SIRET. Il est capital d'avoir le bon SIRET d'enregistrer actif. Donc, quand on crée une entreprise, hein, un SIRET est attribué, donc désormais par l'INPI, par le biais de l'INSEE. Donc, forcément, on ne peut rien démarrer sans avoir un SIRET. Hein. Toutes les formalités que vous voudrez accomplir démarrent d'un SIRET. Ensuite, on embauche un salarié. L'étape préalable, c'est la déclaration préalable à l'embauche. S'il n'y a pas de déclaration préalable à l'embauche, ce salarié n'est pas connu. Hein. Donc, vous pouvez également passer par netentreprise ou ursaf.fr pour établir sa déclaration d'embauche. En cas de transfert, donc on parle des salariés. Ne pas oublier, donc en cas de transfert d'un SIRET à un autre, donc en cas de transfert, déménagement de l'entreprise, de l'établissement, il ne faut pas oublier dans votre paramétrage de logiciel également du coup de transférer le salarié sur le nouveau SIRET. Voilà, et on parlera beaucoup aussi de continuité du salarié pour que, en termes de droit, ça se suive bien et qu'il n'y ait pas de trou dans la carrière. À chaque événement, je me répète, mais voilà, il faut que dans la DSN, ce soit également enregistré. Donc, petit rappel, on a l'outil DSN Control SIRET sur NetEntreprise qui permet d'aller vérifier le SIRET et la concordance avec les SIRET enregistrés auprès des organismes de protection sociale. Et la dernière étape à vérifier après son SIRET, je les avais dit tout au début dans le webinaire, enfin au début, à un moment donné du webinaire, on a également le NIR. L'identification donc du salarié.
Donc, c'est le numéro d'identification au registre qui est attribué par la CPAM. Et en l'absence de NIR, donc si le NIR n'a pas encore été créé, la CPAM attribuera un numéro technique temporaire. Donc, c'est pour rappel aux salariés de faire les démarches auprès de la CPAM pour avoir son nouveau et son numéro attribué, puisqu'il est individuel, personnel. Et ensuite, il ne faut pas que votre salarié oublie de vous le transmettre, ce NIR. Et dans votre paramétrage, le point important, c'est qu'il faudra bien faire le lien entre le NTT et le NIR. Il faudra les déclarer sur le même mois pour qu'il y ait le relais. Voilà, j'en parlais tout à l'heure du suivi sur le SIRET lors d'un transfert. Là, il y a également le suivi au niveau du NIR. Vous avez le NTT enregistré pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le NIR lui est attribué. Donc, votre salarié vous le donne. Et du coup, sur un mois donné, donc au moment où vous le recevez, vous allez devoir enregistrer les 2 informations sur ce même mois afin qu'il y ait bien un relais et que voilà, il n'y a pas de trou dans la raquette, si on veut parler de sport, qu'il n'y ait pas de trou du coup dans la vie de ce salarié, dans le récap ensuite au niveau des informations. Christelle, je crois que je te repasse le relais. Hop. Au niveau des contrats. Voilà. Donc, on vient de parler de tout ce qui tourne autour du contrat du salarié. Donc, autre donnée extrêmement importante dans le bloc 40, le bloc contrat du salarié, c'est tout ce qui tourne autour du temps de travail de ce salarié. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du compte rendu métier qui porte sur les effectifs. Donc, très clairement, les données qui sont contenues en fait dans ce bloc contrat, à la rubrique 40, 011, rubrique au bloc 40, rubrique 011, 12, 13. C'est vraiment essentiel pour que l'URSSAF et la MSA soient en mesure de calculer des effectifs qui soient au plus près de la réalité. Donc, les modalités d'exercice du temps de travail, les quotités de travail du contrat, la quotité de référence du contrat. Donc tout ça, ce sont des données vraiment, vraiment essentielles pour que l'effectif soit calculé en fait. Donc sachant que ça a un impact sur l'assujettissement, comme je le disais, à certaines contributions ou certaines cotisations. Donc, en cas d'erreur, ça a aussi des impacts évidemment sur les droits chômage, maladie et retraite des salariés. Et donc, une incohérence, il y a des incohérences entre les quotités de contrat et les quotités et les modalités d'exercice du temps de travail. Donc ça, c'est assez fréquent. Donc, on fait des campagnes de fiabilisation sur ces données et il y a également des comptes rendus normalisés qui portent sur ces données. Donc, cohérence des données entre elles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait avoir une modalité d'exercice, par exemple du temps de travail qui serait un temps plein. Donc, on aurait un code 10 et on aurait à côté de ça, en quotité de travail du contrat, on aurait par exemple 120 heures qui serait inférieure à la quotité de travail de l'entreprise qui serait à 151,67 heures par exemple. Donc en fait, toutes ces concordances de données entre elles sont vraiment essentielles. Et s'il y a une erreur, elles doivent impérativement être corrigées pour garantir la fiabilisation en fait des données. Donc, la quotité de travail du contrat, c'est le bloc 40, la rubrique 13. Donc, elle doit être valorisée par la durée du temps de travail porté au contrat. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on a dans les cas d'erreurs détectées, on a des erreurs de cohérence entre la modalité du temps de travail qui est déclarée en rubrique 14 et donc la quotité de travail en rubrique 13. On a aussi parfois la quotité qui est renseignée à 0, alors que le nombre d'heures du contrat de travail doit bien être indiqué. Et donc, ce qui est déclaré doit bien correspondre à la durée portée sur la feuille de match. On a aussi des erreurs portant sur l'unité de valeur de quotité, cette fois en rubrique 11. Donc, il faut aussi que cette unité de mesure soit cohérente avec la valeur enregistrée en quotité de contrat.
Donc pareil, un impact sur le calcul des droits chômage, maladie et retraite de vos salariés si ces différentes rubriques ne sont pas cohérentes entre elles et pas correctement déclarées. Alors, erreur aussi, hein, c'est-à-dire carton jaune, si on a un code régime de base risque maladie mal déclaré. Donc là, c'est un joueur qui est déclaré avec un code risque MSA réservé aux jardiniers du stade, par exemple. Donc déclarer un code régime risque maladie qui n'est pas correct vis-à-vis du statut de la personne. Donc là, concernant la valorisation de ce code régime, hein, on a différents codes, donc qui doivent vraiment correspondre en fait au statut du salarié. Donc là, les impacts en cas d'erreur, hein, donc là, les données déclarées ne sont pas transmises au régime gérant les droits de l'assuré. Hein, si vous mettez un code qui effectivement fait que le joueur, dépend, d'un code, MSA alors qu'il est régime général, donc effectivement là, il va y avoir, mal donne. Donc en conséquence, un risque de calcul erroné, hein, sur les droits maladie du salarié, existe, même si le reste des données est correctement déclaré. Donc toutes les données sont importantes. Même chose, pour le code régime vieillesse. Donc un joueur déclaré avec un code vieillesse mandat d'élu, par exemple, qui serait réservé aux arbitres. Donc déclarer un code régime risque vieillesse qui n'est pas correct vis-à-vis du statut de la personne. Voilà le risque. Donc les impacts, si, le code, régime risque vieillesse n'est pas bien déclaré, hein, bah, c'est comme pour le code risque maladie. Ce sont les données déclarées qui ne sont pas adressées au bon régime de protection sociale qui gère les droits de cet assuré. Donc potentiellement un impact extrêmement important aussi sur les droits retraite du salarié, même si le reste des données qui le concernent sont aussi correctement déclarées. Donc autre carton jaune, hein, s'il y a erreur de déclaration du temps de jeu additionnel. Donc là, c'est confondre en fait les heures supplémentaires structurelles et aléatoires. Donc le nombre d'heures supplémentaires structurelles et obligatoires qui sont réalisées au cours de la saison, hein, ça va être un élément essentiel, notamment vis-à-vis de la CNAM. Donc pour définir avec précision le temps de jeu réel du joueur et pour déterminer son éligibilité au versement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Donc là, c'est pareil, hein, données dont les conséquences de mauvaises déclarations peuvent avoir un impact très important pour le joueur. Donc, il est important pour que les déclarations soient correctes, hein, de bien différencier les heures supplémentaires structurelles. Donc, ces heures supplémentaires structurelles, elles sont prises en compte dans la quotité de travail du contrat, hein, donc au bloc 40, rubrique 13. Les heures supplémentaires aléatoires, donc elles sont déclarées au bloc 51. Et donc les heures complémentaires, hein, donc qui concernent un salarié à temps partiel, donc là, elles sont déclarées à la rubrique 40, au bloc 40 pardon, rubrique 14. Et donc les heures, complémentaires, aléatoires qui elles sont, au bloc 51, donc rubrique 12 ou rubrique 11. Les heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires sont à prendre en compte donc dans leur globalité, dans le salaire rétabli reconstitué dès lors qu'elles sont effectivement jouées. Donc là, les impacts en cas d'erreur, hein, en cas de mauvaise déclaration, c'est aussi sur le calcul des droits chômage, maladie et retraite du joueur. Donc là, on va faire un focus sur la rémunération nette fiscale. Donc là, pareil, hein, carton jaune en cas de mauvaise gestion des heures supplémentaires exonérées qui doivent être ajoutées à la rémunération nette fiscale. Donc les impacts en cas d'erreur, donc c'est bien entendu impact sur le versement des prestations sociales hem, APL, hein, versées donc par la CAF et donc aussi sur les calculs effectués par le fisc.
Donc, point d'attention, hein, c'est que pour la saison 2024, les heures supplémentaires exonérées ne devront plus être ajoutées à la rémunération nette fiscale. Donc, toujours concernant le contrat, le montant de la rémunération brute déplafonnée et le montant de base assujetti. Hein, donc ça, ce sont les blocs 78 et 51 de la DSN. Donc, afin de garantir en fait l'exactitude des montants déclarés, il est vraiment indispensable d'assurer une cohérence entre le montant de rémunération brute déplafonné qui est indiqué donc dans le bloc 51 de la DSN et le montant de la base assujettie. Hein, donc ça, c'est vraiment la cohérence des données individuelles entre elles. Donc même si les deux montants ne sont pas nécessairement égaux, pour un salarié qui dispose d'un contrat de travail, la rémunération brute déplafonnée doit être identifiable au sein de la base assujettie déplafonnée, donc le bloc 78, à l'exception des éléments qui sont non soumis à cotisation, donc, et cela pour une période courante. Donc les impacts également en cas d'erreur, hein, donc les montants indiqués par la rémunération brute déplafonnée et la base assujettie déplafonnée permettent le calcul d'un certain nombre d'indemnités ou d'aides sociales. Donc une erreur, bien sûr, peut entraîner donc une surcotisation avec en conséquence des sous-versements d'indemnités. Donc c'est le cas notamment pour les indemnités journalières de sécurité sociale, mais également pour les indemnités chômage et pour les calculs des droits à la retraite. Donc pour rappel, hein, vous avez accès dans les fiches consignes 2528 et 1737 qui sont disponibles, hein, ces fiches sous la base de connaissances DSN, à toutes les modalités de déclaration et toutes les conseils de paramétrage correct de ces éléments. Je te repasse la parole, Florence. En fait, c'est moi qui vais reprendre la main pour cette dernière slide. D'accord, merci Arnaud. Merci Christelle pour ta présentation. Vous avez un certain nombre de sondages à disposition. On vous remercie si vous pouvez passer quelques instants à le compléter. Ça nous permettra de nous améliorer et notamment d'identifier les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on fasse un focus sur des prochaines présentations. Donc c'est ça qui nous intéresse vraiment de la part des utilisateurs, de voir ce sur quoi vous souhaitez qu'on vous informe ou vous accompagne du coup. Donc et pour rappel avec cette slide, c'est pour vous dire en fait qu'il y a un comité régional qui existe par région. Voilà, donc il est constitué des représentants locaux des organismes de protection sociale. Et nous sommes vos interlocuteurs pour tout ce qui concerne la dématérialisation des données sociales. Voilà, avec un certain nombre de missions à mener. Donc tous les ans, on mène un certain nombre d'actions qui nous sont demandées par le national. Ce sont les rencontres extra. Là, c'est celle que vous avez eue. Il y en a une autre demain. Donc, vous avez vu, il y a un certain nombre de rappels. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez, mais c'est l'occasion aussi pour vous de poser des questions, d'avoir des interlocuteurs experts sur les sujets. Voilà, donc toujours intéressant de pouvoir échanger sur un temps relativement court. À côté de ça, dans les comités, on mène souvent des webinaires sur des thématiques régulières. C'est aussi pour ça qu'on souhaiterait avoir dans le sondage voilà, les thématiques où c'était qu'on aborde. Voilà, cette année, par exemple, le comité régional Bretagne a abordé le rôle de l'administrateur et du déclarant. Et on prévoit sur le dernier trimestre une présentation de l'outil DSN FPOC, un outil des organismes complémentaires, qui permet la fiabilité des données, par exemple. Et encore autre action qu'on peut amener, c'est des rencontres privilégiées à travers des salons notamment. Et ce qui est en place depuis 2 ans en Bretagne, ce sont les C'est utile. En fait, ce sont des focus group où on invite des tiers déclarants, des entreprises et des collectivités à échanger sur une ou deux thématiques et recueillir en fait l'avis des utilisateurs. Voilà, donc c'est des moments très intéressants, privilégiés, d'échanges directs avec les organismes. Donc voilà, si vous êtes invité, n'hésitez pas, ou si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers votre comité régional pour être invité en fonction de la thématique si elle vous intéresse.
Donc, on arrive au bout de la présentation des rencontres extra. Je vois qu'il reste quelques questions. On vous laisse un peu de temps, hein. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Du coup, je sais pas, au niveau des collègues, si vous avez quelques précisions à rajouter à l'issue de l'intervention. Hein. Donc, pensez bien au sondage, hein, il est important pour nous, pour savoir un peu comment vous accompagner dans l'avenir et par rapport à la qualité de l'intervention, qu'on puisse analyser cette qualité d'intervention. Voilà, je sais pas, au niveau des collègues, s'il y a des choses à rajouter ou pas. Moi, je me permets Non. d'intervenir concernant ce que je vois, il y a certaines questions qui tournent autour des En tout corrections. cas, on en vous fait, remercie Ah. pour votre participation, pour voilà, d'avoir suivi ce premier webinaire de fin 2023. Christelle, Oui, peut-être je prendre la pense que, parole, Florence. je pense que J'entends pas. Florence ne Ouais. m'entend pas. Oui, je vois qu'il y a certaines questions qui tournent autour des corrections, en fait, des erreurs qui sont transmises par les comptes rendus métiers normalisés. Donc, vous avez la possibilité, en fait, il y a l'URSSAF qui a mis à disposition aussi en parallèle des comptes rendus métiers qui sont disponibles sur le tableau de bord Net Entreprise. C'est un outil, en fait, d'aide à la correction des anomalies qui s'appelle Suivi DSN. Donc auquel les déclarants peuvent avoir accès à partir de leur espace en ligne de l'URSSAF. Et donc en fait, c'est un outil qui se veut pédagogique dans la correction des anomalies. Sachant qu'à partir de cet outil, vous avez la possibilité de demander à être contacté par votre gestionnaire de compte pour si en fait l'explication ne suffit pas. Soit d'être accompagné de façon beaucoup plus personnalisée, on va dire. Hein. Donc, demander à être recontacté par un gestionnaire de compte. Voilà ce que je voulais rajouter, moi, pour l'aide à la correction des anomalies, elle peut aussi passer par ce biais-là. Donc, bien sûr, vous aurez une foire aux questions, hein, qui sera mise à disposition à l'issue des différentes rencontres extra pour les questions pour lesquelles on n'a pas pu répondre. N'hésitez pas à remonter, hein, vos questions encore dans le... Voilà, on essaiera d'y répondre par la suite ou par l'intermédiaire de vos représentants en région. Je vois qu'il y a encore une question. Non, c'est bon. Donc, pour les questions pour lesquelles on n'aura pas pu répondre, on vous transmettra les réponses à la suite, du coup. Donc, je vais vous remercier pour votre participation et aux animateurs aussi, aux modérateurs, hein, pour leur implication dans cette première rencontre extra pour le Comité Bretagne. Et, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit en perspective. Merci.